Le couvent des Minimes, situé quai de Vaux. Le couvent des Minimes est un ancien couvent d'hommes fondé à Lille en 1618. La construction du bâtiment commence en 1622 et s'achève en 1638. Le 30 mars 1742, il est la proie d'un incendie qui conduit à des reconstructions. Désaffecté lors de la Révolution française, il devient propriété de l'armée en 1791 et abrite pendant longtemps l'intendance des armées. Récupéré par la ville en 1981, il est racheté en 1988 par le groupe SLIH, Société lilloise d'investissement hôtelier, pour être reconverti en hôtel de luxe. L'hôtel a été inauguré le 6 octobre 1990. Le couvent, de style flamand, comprend un cloître et une cour intérieure de 2500 mètres carrés. Lors des travaux de réaménagement de la fin des années 1980, le cloître est mis en valeur par la construction d'une grande verrière pyramidale qui abrite des espaces communs, restaurants, bars, salons. Et c'est aussi un hôtel de luxe. Une très jolie niche posée sur un mur en briques, pas loin de la place des archives. Voici la maison d'Horace Pouillet. Réalisée pour lui-même, il était architecte. On n'est jamais mieux servi que par soi-même. C'était à la fois sa maison et son agence, donc sa vitrine. Regardez ce que je sais faire, en fait. Architecte lillois, il a conçu de nombreuses villas au Touquet, qui sont à présent classées. Sur sa maison de Lille, on repère immédiatement le style architectural du début du XXe siècle, d'inspiration Art Nouveau. Les arabesques et le travail de ferronnerie, si caractéristiques de ce style, sont bien là. Porte d'entrée, rambarde au balcon. Elle lui donne fière allure. Par contre, elle n'a vraiment rien à voir avec sa grande sœur, plus connue, qui est bien plus extravagante dans la construction de la façade. Et pourtant, Horace Pouillet a collaboré avec Hector Guimard sur la construction de cette fameuse maison Colliot. On ne pourra pas l'accuser de plagiat. Pour le côté tape à l'œil, ma maison, c'est la plus belle. Monsieur Pouillet a opté pour une brique vernissée verte, histoire de se démarquer des maisons voisines. Si on reste dans le style Art Nouveau, on sent l'influence de l'Art déco qui arrive, puisqu'on retrouve plus de lignes droites et de dessins géométriques, notamment dans le joli vitrail de la fenêtre, au-dessus de la porte d'entrée, ou les grilles au rez-de-chaussée. En tout cas, avec de si grandes fenêtres, la maison doit être très lumineuse et agréable à vivre. On se demande à quoi peut bien ressembler l'intérieur de la maison. Un joli décrotoir de couleur bleue posé sur l'escalier pour nettoyer ses chaussures avant de rentrer dans la maison. C'est l'histoire des Courets. La Couret est le nom que l'on donne dans le nord de la France à l'urbanisation au cœur d'îlots dans les quartiers industriels, comportant généralement une ou deux rangées de petites maisons basses dans une ruelle privée à laquelle on accède par un passage étroit. Beaucoup de Courets sont très étroits, donc assez sombres. On existe dans d'autres villes, par exemple à Marseille, dans le quartier de l'Estac. Mais cette forme d'urbanisme est particulièrement développée au XIXe siècle dans les villes de l'île Tourcoing. À l'origine, et jusqu'au milieu du XXe siècle, la plupart des Courets ne disposaient que d'un point d'eau collectif, unique et de cabines d'aisance. Extérieur, commun à l'ensemble des maisons. L'expression aller à la cour, utilisée dans le Nord. Tout comme les corons du bassin minier, elle est en effet égalitaire d'une architecture simple, mais ce type d'habitat va de pair avec une grande promiscuité entre les familles et faisant épisodes et conflits de voisinage. Les maisons de Courret étaient également connues pour leur mauvaise isolation, leur humidité et de manière générale leur insalubrité. Les cours de l'ancienne ville de Lille, avant son agrandissement de 1858, particulièrement nombreux dans l'ancien Saint-Sauveur,
Il en existe ailleurs, même dans les quartiers aisés construits par en 1670. Étaient pour la plupart de formes irrégulières, bordées de maisons disparates construites au cours des siècles sur d'étroites parcelles. Certaines issues de la division d'anciennes propriétés telles celles des anciens couvents, fournies comme bien nationaux à partir de 1792. Par exemple, le passage des Bretitines, quelques cours biscornus existent encore dans les vieux îles. Cet enlacement dans un habitat insalubre était une des conséquences néfastes de la surpopulation d'une ville enserrée dans son étroite ceinture de fortification. 70 641 habitants sur 200 hectares à l'intérieur des remparts jusqu'en 1858. Les cours créés à partir de 1850 dans les nouveaux quartiers industriels à l'île Moulin, Oisem, Fivre, et Tourcoing sont pour la plupart des ensembles plus homogènes. Des petites maisons basses, certaines cours sont une rangée de maisons bordées par un mur d'usine d'une hauteur atteint jusqu'à 18 à 20 mètres, pour les nageurs se limitant parfois à 2 mètres. Dans un modèle assez répandu, 2 rangées de maisons se font face autour de la cour. Leur taille est très variable, de 2 jusqu'à une centaine de maisons pour certains. Fort, la moyenne étant de l'ordre de la dizaine. Les forts enrobés sont des alignements de 3 ou 4 rangs disposés autour d'une cour carrée rectangulaire ou trapézoïdale. Il en existait plusieurs dans le milieu du XIXe siècle qui apparaissaient sur le plan cadastral de 1845. L'administration n'ayant qu'une règle à imposer à l'intérieur des propriétés formant cours, celles-ci sont généralement très étroites. La hauteur des maisons est le plus souvent d'un étage, une pièce, cuisine, salle à manger au rez-de-chaussée, une ou deux petites chambres à l'étage reliées par un escalier étroit et raide. Les courets disposaient d'un point d'eau, de cabinet commun, plusieurs dans les courets importantes, étant en général situées au fond de la cour. Dans certains cas assez rares, les habitants disposaient d'une petite parcelle de jardin. Plus fréquemment, d'un petit local pouvant servir de débarras. L'évacuation des eaux usées était généralement mal assurée, car peu de rues disposaient à cette époque d'égouts. En 1887, 360 rues de l'île sur 624 en étaient dépourvues. Deux très jolies cariatides qui décorent une très belle fenêtre. Nous voici devant l'hôtel Vanderquist de Voisier, d'un ancien hôtel particulier, construit par Thomas-Joseph Gombert pour Claude-Henri François Vanderleyen, trésorier de France. L'hôtel appartient ensuite à Michel Vanderquist. Les pourparlers d'entente qui se sont révélés infructueux entre la France et l'Angleterre à l'issue de la Révolution se seraient déroulés dans cet hôtel. Construit sur 1900 m² de terrain, l'hôtel comprend une cour d'entrée et un jardin. Il est séparé de la rue par un portail monumental orné d'un linteau de fer forgé. Ce bâtiment fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 27 janvier 1948. Un très joli beau window en bois. Voici l'hôtel d'Avelin, la première réalisation du tout jeune architecte Michel-Joseph Lequeux, sur une commande de Françoise Augustine Anne Hubert Colette, marquis d'Angouard, dernier comte d'Avelin, chevalier de Malte, qui en 1775 lui confie le soin de dresser les plans de sa nouvelle maison, de la ville à Lille. L'ancien hôtel Angounard d'Avelin est démoli par Lequeux pour faire place au bâtiment actuel, érigé en 1777. Lequeux s'inspire notamment de l'hôtel Saint-Florentin de l'architecte Charles Grain, pour créer le premier hôtel néoclassique à Lille. L'hôtel est précédé d'un portail monumental orné de 2 colonnes doriques surmontées de grands vases en demi-relief qui donnent accès à la cour d'honneur. Il est encadré de 2 pavillons qui sont reliés par des grilles. La façade surcourt de style néoclassique et d'une remarquable sobriété, les étages étant simplement marqués par une corniche. La porte d'entrée inscrite dans un avant-corps central est encadrée de 2 colonnes et sommée d'un balcon étroit. L'étage noble, placé au premier étage, est plus haut que le rez-de-chaussée. Le bâtiment ne comprend qu'une aile, à gauche dans la cour. Elle est marquée par un long balcon soutenu par des colonnes. La façade arrière, encadrée de 2 petites ailes à plan pentagonal, ajoutées en 1925, donne sur un vaste jardin. D'une superficie de 900 m², l'intérieur de l'hôtel comprend notamment un vaste salon d'honneur, aussi un sublime escalier, de très grandes chambres,
et une cuisine. Une très jolie frise en bois. Voici l'hôtel Lamissard, construit en 1734 par Pierre-Joseph Ducamge, baron d'Elbec, maréchal du camp des armées du roi. Précédé d'un porche monumental suivi d'une cour intérieure, l'hôtel, sur 3 niveaux, présente en son centre un fronton triangulaire frappé du médaillon armorial de Bossuet-Scribe, entouré de rubans et de guirlandes. La porte d'entrée est encadrée d'un portique composé de 2 colonnes cannelées qui supportent un entablement soutenu à un balcon à balustre au 2e niveau. Elle est encadrée par 6 fenêtres rectangulaires, 3 de chaque côté, quand le 2e niveau en compte 7, dont une centrale. Les ailes, réservées aux communs, n'ont pas d'étage. Voici une porte d'entrée d'une maison qui est originale. Elle fait l'angle entre 2 rues. Voici devant l'hôtel de l'Intendance ou l'hôtel de l'Évêché. C'est un hôtel particulier situé au 68 rue Royale. Il a connu de multiples usages et a successivement été appelé hôtel de Wambrochy, hôtel de l'Intendance, hôtel du Commandant, hôtel de la préfecture infantée de l'Évêché. C'est encore aujourd'hui le siège de l'archevêché de Lille. L'hôtel est construit en 1685 et 1703 pour Nicolas François Falconet, seigneur de Wambrochy, auquel il doit sa première appellation, l'hôtel de Wambrochy. Acquis en 1784 par les magistrats de Lille, l'hôtel est transformé et agrandi par l'architecte Michel-Joseph Lequeux pour accueillir Charles Desmangard, intendant de Flandre et d'Artois. C'est lors d'une visite du chantier de l'hôtel de l'Intendance, le 15 avril 1786, que Lequeux meurt, frappé d'un coup de couteau par un jardinier au cours d'une dispute. Les travaux sont achevés en 1787. Pendant la Révolution en 1791, l'hôtel devient le quartier général, siège de l'autorité militaire à Lille. En 1796, le commandant de la 16e division y prend ses quartiers, alors nommé hôtel de commandement. C'est là qu'est logé le premier consul, Napoléon Bonaparte, lors de sa visite à Lille en 1803, à l'issue de laquelle il décide de déplacer la préfecture de Douai à Lille. D'abord installée dans les locaux de la sous-préfecture rue du Lombard, la préfecture emménage donc dans l'ancien hôtel de Wambrochy, qui devient ainsi l'hôtel de la préfecture. En 1825, d'importants travaux de restauration sont entrepris à cette occasion. En 1825 et 26, la préfecture y reste jusqu'en 1872, date à laquelle elle prend possession de ses nouveaux locaux, place de la République. En 1874, les dames du Sacré-Cœur rachètent l'ancien hôtel de la préfecture en vue d'agrandir leur institut mitoyenne. Elle accepte toutefois de la louer pour 5 ans à Philippe Vraud pour abriter les débuts de l'Université catholique de Lille. Les premiers cours de droit y sont donnés en novembre 1874, avant même la promulgation, le 28 juillet 1875 de la loi Wallon et du 12 juillet 1875 relative à la liberté de l'enseignement supérieur. L'hôtel accueille ensuite les facultés de droit et de lettres, puis le collège théologique, et y reste jusqu'en 1881, date à laquelle les religieux souhaitent récupérer les locaux. Après l'expulsion des religieux en 1904, l'hôtel est racheté en 1808 par la comtesse Bossuet-Scribe, qui est mis à disposition des archevêques de Cambrai pour leur servir de pied-à-terre en 1913. Lorsque le diocèse de Lille est érigé, l'hôtel devient le siège de l'archevêché de Lille. Élevé en 2008 au rang d'archevêché, l'hôtel a été également restauré, notamment sa couverture entre 1995 et 2000. Ce bâtiment fait l'objet d'une inscription au titre des monuments historiques depuis le 12 février 1927. Et maintenant, nous allons parler de l'architecture du bâtiment. L'hôtel de l'Intendance est un hôtel à la française, avec corps de logis entre cour et jardin, en façade. L'avant-corps comprend un péristyle, autrefois ouvert, encadré de colonnes doriques en marbre blanc. Il est surmonté de colonnes ioniques qui soutiennent un fronton triangulaire. Le corps de logis est encadré de 2 ailes dans l'aile nord, initialement en trompe-œil, a été ajouté lors des travaux d'extension en 1785 et 1787. À l'arrière, l'hôtel comprend une salle de bal, vaste galerie sur jardin ajoutée lors des mêmes travaux d'extension, qui a été surmontée d'un étage en 1825-26 pour recevoir le cabinet du préfet et la salle du conseil général. Une jolie maison avec une sublime frise dorée au-dessus du porche d'entrée.
C'est une grande maison bourgeoise. Rue des Archives, nous voici devant le bâtiment La Halle au Sucre. C'est un lieu ayant plusieurs vies. Elle détonne des autres bâtiments du coin, avec son style industriel en briques rouges et sa taille imposante. Construit en 1848 par le célèbre architecte lillois Charles Bévina, créateur de la colonne de la déesse et de la maison mère par exemple, la Halle au Sucre devait à l'origine, comme son nom le laisse supposer, d'entrepôt à marchandises avec sa place idéale face au quai du canal de la Basse Deule, qui entrait au cœur de la ville. On trouvait à l'intérieur du bâtiment une halle au blé, une halle aux étoffes et un entrepôt des sucres indigènes, qui lui a d'ailleurs valu son nom. Aujourd'hui, la halle au sucre a perdu sa fonction marchande. Elle abrite un bureau de poste, un commissariat de police, le tribunal de commerce, la mairie du quartier du Vieux-Lille, ainsi qu'une salle de concert et aussi une salle pour faire des expos temporaires. Voici une très jolie façade. Nous voici maintenant place des Patiniers. Elle semble apparaître vers 1145, lorsque la porte de Courtrai est construite, dans le périmètre de l'actuelle rue Saint-Jacques, lors du premier agrandissement de l'île. Au XIVe siècle, Jean Patinier possédait plusieurs maisons à cet endroit. Rue des Bouchers, une jolie niche avec un tout petit personnage à l'intérieur. C'est le plus petit personnage de l'île. La Charmante de la Clé est une des plus anciennes artères de l'île. Elle existait déjà en l'an 1066, comme beaucoup des rues de la capitale des Flandres. La rue de la Clé doit son nom à un commerce qui s'y était installé, l'hôtel de la Clé. A noter qu'en 1793, après la Révolution française de 1789, elle fut renommée rue Marat, avant de reprendre son origine quelques années plus tard. Après avoir une réputation de rue peu fréquentable, c'est désormais une des voies favorites des Lillois qui aiment s'y rendre pour se promener, sur les pavés ou simplement faire du shopping, dans les petites boutiques de mode qui se sont implantées ces dernières années. Elle relie le boulevard Carnot à la charmante place des Patiniers, qui desserte la rue des Chats Bossus. À noter à côté de la plaque indiquant le nom de la rue, une délicate mosaïque créée par la street artiste orléanaise Mi Famosa, en forme, bien sûr, de clé. Voici l'hôpital militaire est installé en 1781 sur ordre du roi Louis XVI dans les anciens locaux du collège des Jésuites établi à Lille en 1606. Ravagés par un incendie en 1740, les bâtiments avaient été progressivement reconstruits lorsque les Jésuites sont expulsés. En 1762, sur ordonnance de Louis XV, le collège reste alors fermé pendant près de 20 ans avant d'accueillir l'hôpital. Les travaux d'extension sont confiés à François-Joseph Gombert pour aménager des locaux d'enseignement, de la médecine et de la chirurgie. De nouveau, l'hôpital est frappé par l'incendie en 1794 qui entraîne des réaménagements. Le 12 mars 1914, l'hôpital militaire prend le nom de Scrive, en hommage à Gaspard Léonard Scrive, médecin, instructeur lillois. L'hôpital militaire ferme ses portes en 1998, avant d'être acheté quelques années plus tard par le ministère de l'Intérieur pour y installer les services administratifs de la préfecture du Nord. D'importants travaux de réhabilitation sont entrepris à partir de 2004. Les locaux ont rouvert en 2006. Les locaux réhabilités d'une surface totale de plus de 18 000 m², alliant d'une part de briques et la pierre, matériaux traditionnels de l'architecture de l'île. D'autre part, des éléments de construction plus contemporains, comme le verre et le métal. Les travaux ont permis de mettre à jour le canal des Jésuites et la porte d'eau, marquant le passage du canal sous le collège, qui avait été couvert en 1713. Le site présente également une chapelle elliptique, des salles voûtées au rez-de-chaussée, un escalier monumental à double révolution et un escalier d'honneur.
ainsi que la trace des anciens remparts de la ville de Lille. Voici le quai de Vaux, l'un des plus anciens ports de l'île, de la Haute-Deule avec celui de la Basse-Deule, actuelle avenue du Peuple belge. Contrairement à celui-ci, ce bassin est toujours en eau. Ces deux anciens ports qui étaient situés à l'intérieur des enceintes fortifiées font partie du Vieux-Lille. Il apparaît dès 1310 sous le nom de la Neuve Navy, puis successivement Rive du Haut, quai du Haut, qui viendra improprement quai de la Haute-Deule, car ouvrant alors sur la Haute-Deule. Ce port est en réalité situé sur le lieu-dit de Vaux, c'est dans les chars depuis le XIIIe siècle. C'est donc par déformation que le quai de Vaux est transformé en quai du Haut. Ce lieu-dit était le fief de Vaux, qui dépendait du fief de Krimarotez, dont les terres s'étendaient à Esquermes et Oisem, lui-même tenu de la salle de Lille. Le fief de Vaux s'étendait à l'extérieur de la ville, près de la porte de la Barre, et de l'emplacement de l'actuel square du Tilleul, à celui que le quai de Vaux qui n'était à l'origine qu'un étang. Le 31 octobre 1872, il sera dénommé quai Saint-Martin, du nom de la rue qui y aboutit, et il faudra attendre 1881 pour qu'il devienne ou redevienne le quai de Vaux, du nom du lieu-dit. Le quai de Vaux en 2017, l'alimentation en eau par la Haute-Deule, coupée en 1965, fragilisant les pieux de chêne, souvent à sec, fut rétablie en 1914 par la création d'un siphon. Cependant, la liaison avec le canal de la Basse-Deule qui avait été envisagée n'a pas été rétablie. Depuis 2004, le quai de Vaux fait partie d'un axe vert avec le square du Tilleul et le square Foch. Nous voici rue du Cirque. La rue doit son nom à un parc de loisirs, le Cirque, créé sur un mode castral par un entrepreneur, M. Lussard, sur le terrain qui appartenait au couvent des Dominicains, acquis dans les années 1790 comme bien national. Le Cirque ouvre le 18 mai 1801 et sur une façade, au-dessous de la plaque de rue, est représenté un clown, en référence à la rue du Cirque. Nous voici rue de l'Entrepôt au numéro 10, où a vécu Pharaon de Winter. Il est né à Belleuil le 17 novembre 1849, est un peintre français, directeur et professeur de l'école des beaux-arts de Lille de 1887 à 1924. La ville de Lille, à l'occasion du centenaire de l'artiste, le 17 novembre 1949, a posé une plaque sur sa maison, en souvenir de lui. Nous voici rue Le Pelletier. On pourrait penser que la rue Le Pelletier, une des jolies rues de Lille, doit son nom à l'ancienne enseigne de fourreur qui fait l'angle avec la rue de la Bourse. En effet, c'est là qu'en 1677, Jean-Baptiste Cardon Pelletier, de son état, tenait boutique, comme beaucoup de marchands lillois. Afficher son opulence n'est plus un tabou. Au contraire, il choisit d'en faire enlacer par les tressés chérubins un agneau et un cerf, deux animaux emblématiques du travail des pots. Eh bien non, c'est en l'honneur d'un autre, le Pelletier, que l'ancienne rue des prêtres fut rebaptisée. Un certain Louis-Michel Le Pelletier, marquis de Saint-Fargeau, un de ses descendants, nous est plus familier puisqu'il s'agit de l'écrivain académicien Jean d'Ormesson. Voici rue Péterinck. Le nom de la rue provient du pétrissage de la farine. Les maisons datent de la fin du XVIIe siècle au début du XVIIIe siècle et portent l'architecture française relativement sobre qui a succédé à l'architecture flamande très ornée. Ces maisons étaient occupées à l'origine par les artisans tisserands, les sailleteurs, qui installaient leur métier à tisser dans les combles ou dans les caves, où l'humidité était favorable au traitement de la matière première. Avec le déclin de la selleterie au XVIIIe siècle, puis le développement de l'industrie textile mécanisée, les ouvriers des usines ont logé dans ces maisons avec leurs familles, y compris dans les caves, au début et au milieu du XIXe siècle et à la fin du XIXe siècle.
Et il y a aussi une petite statue, Notre-Dame de Péterenque, mais elle a été enlevée pour restauration. Elle reviendra bientôt. Voici rue du Gros Gérard. Plusieurs explications ont été données à l'origine de cette désignation. C'est soit un personnage obèse, ainsi nommé, auquel la ville aurait voulu rendre hommage. En langage populaire, Gérard signifie manchon, étui fourré qui protège les mains du froid. Une autre explication, cette rue se situe à proximité de la rue de la Barre, qui par le passé possédait un gros barrage. Or, en flamand, rue de gros barrage se dit Groot Verbaarstraat. Si l'on remplace le V par un G en raison de l'influence espagnole que connut l'île, tout en gardant l'accent flamand, on entend quelque chose d'assez proche de Gros Gérard. Nous voici, rue de la Baignerie. Il y avait avant le canal de la Baignerie, dit aussi canal de la rue de l'Arc ou canal de l'Arc. C'est un ancien canal de la ville construit au début du XVe siècle, après l'annexion par la ville de la paroisse Sainte-Catherine. Le canal est rempli en 1912, une parcelle encore visible située entre la rue des Bouchers et la rue de la Baignerie. Au Moyen-Âge, l'île est parcourue par un vaste réseau de canaux issus des bras de la Deule et des cours d'eau adjacents, créés par l'homme, notamment à partir des anciens fossés des différentes fortifications qui ont cerné la ville. Le canal est parmi les plus anciens canaux de la ville. Il correspond à une partie du lit historique de la Deule, avant qu'elle ne soit détournée au-delà de la citadelle. Elle parcourait le fossé d'Enceinte de 1280, a été canalisée lors du 3e arrondissement de la ville, après l'annexion de la paroisse Sainte-Catherine vers 1415. La rivière entrait initialement dans la ville un peu à l'est de la porte de la Barre, à un endroit où se trouvait l'ancienne tour des Fouans. Canalisée, elle a pris le nom du canal Baignerie, entre cette tour et le pont des Wep. Voici une ancienne photo de la rue. Nous voici maintenant rue des Bouchers. La rue des Bouchers doit son appellation au corps de métier le plus représenté dans cette ladite rue. La rue des Bouchers était particulièrement malpropre, a longtemps été surnommée Trou-Trou-Ponel, Troupon ou Trouponnette, Penette. La rue enjambait le canal de l'Arc, dit aussi canal de la Baignerie, qui passait sous le pont d'Amour et a été remblayé en 1912. Nous voici rue de la Barre. En 1701, la ville de Lille régularise cette rue qui tient son nom du faubourg de la Barre, citée dans les chartes dès le XIIIe siècle. La rue de la Barre, existant peut-être au XIe siècle, qui reliait l'île à l'Homme à travers l'ancien faubourg des Wep. Elle emprunte le tracé de la route qui allait de Lille à Dunkerque. Nous voici au numéro 75 de la rue Royale. On ne peut qu'admirer le flamboyant hôtel d'Espelles, commandité par un riche propriétaire terrien, le comte Christian Aldebert d'Espelles, et créé par l'architecte Henri Meurion. Ruiné à l'achèvement des travaux fin 1893, le comte ne put jamais habiter sa luxueuse demeure, qui devient alors la propriété de la Banque de France. Henri Meurion en serait mort de désespoir et se serait pendu au lustre de la salle de billard. Nous voici 59 rue de Gand, devant un musée insolite, itinéraire de croyants. L'ancienne chapelle des Carmes déchaussés s'est reconvertie depuis 2002 en une structure muséale de culture religieuse intitulée d'Abraham à Martin Luther King, itinéraire des croyants. L'exposition permanente présente est unique en son genre. Dans la nef, un géant accueille les visiteurs de curieuses cellules de plâtre
aux murs penchés, percés de portes, invitent à entrer dans la vie de grands croyants juifs, catholiques ou protestants. Le parcours commence sous une tente de bédouines au temps d'Abraham, se termine dans une geôle américaine escortée par un membre du Ku Klux Klan cagoulé. Entre-temps, on vit une sorte de chemin de croix pour découvrir Paul de Tarse en voyageant sur la Méditerranée. François d'Assise à travers un mur de lunettes, l'Inquisition au temps de Thérèse d'Avila ou encore des figures de la région comme Jules-Auguste Lémire ou Nathalie Douagne. On appuie sur des boutons, la musique se met en route, la lumière s'allume, et les histoires se racontent, maquettes, répliques, photos, reproductions du musée du Louvre, costumes, son lumière, bornes interactives. Les CD-ROM font près de cette exposition un parc d'attraction religieux. Quant à la mise en scène, pas d'approximation. Une équipe de protestants de Roubaix s'est même documentée à Atlanta pour reproduire le cher de prédicateur de Martin Luther King, une exposition qui s'adresse à tout, petit ou grand, croyant ou non. Nous voici devant la porte de Gand, aux portes de la Madeleine, parce qu'elle menait à la direction de la Madeleine. Construit lors de l'extension de l'enceinte de la ville sous l'âge d'or des archiducs Albert et Isabelle, gouverneurs des Pays-Bas, la porte de Gand est édifiée par les maîtres maçons Pierre Raoul et Jean le Maestre vers 1620, inaugurée en 1625. Elle a ensuite été conservée par Vauban lors de la configuration des fortifications à partir de 1668, qu'il a simplement renforcé de quelques ouvrages avancés. Initialement nommée Porte de la Madeleine, elle est renommée Porte de Gand après la Révolution. La porte connaît une valorisation grâce à des particuliers ayant converti en restauration. À l'étage se trouve le restaurant Les Remparts. La façade côté campagne peut être divisée en 3 parties, le rez-de-chaussée qui comporte 3 arcades, la partie médiane et la partie supérieure. Au départ, seul existait le passage central. 2 arcades supplémentaires furent creusées en 1875 afin d'améliorer la circulation et de permettre le passage du tramway, qui circula jusqu'en 1963. La partie médiane est formée par un mur de briques décoré par des emblèmes runiques, avec au centre un ornement sculpté, avec le blason de l'île, surmonté d'un fronton triangulaire, et de part et d'autre l'emplacement des bras du pont-levis. Au-dessus de chaque passage latéral se trouve un cartouche en pierre blanche, orné de motifs divers, guirlandes par exemple. La partie supérieure est constituée d'un entablement avec une console centrale en pierre blanche, possédant une niche à coquille qui a abrité une statue détruite pendant un siège de l'île. La façade côté ville, la façade a elle aussi 3 parties. Le rez-de-chaussée, en grès, est formé par 3 arches doublées d'archivoltes en plein cintre. La partie médiane est formée par un mur en briques bicolores, formant des motifs géométriques et percé de 6 fenêtres à croisillons. La partie supérieure est formée par un toit en ardoise, avec au centre une lucarne, et de part et d'autre 2 cheminées. Je rappelle qu'elle accueille le restaurant gastronomique Les Remparts à l'étage depuis 1997. Nous voici rue du Bastion Meunier. Le Bastion du Meunier, aussi appelé Bastion des Carmélites, qui flanque la porte de la Madeleine, porte de Gand, doit son nom à la présence de l'ancien couvent des Carmélites, situé à proximité du bastion, et aussi d'un moulin à vent. Celui-ci a été en partie démantelé, il n'en reste que son flanc côté porte et une partie de sa face nord. Nous voici près de la porte de Gand, place de Gand, devant
Une maison insolite, très petite en longueur et très haute. Autour du palais de la Treille, on peut découvrir l'arrière de nombreuses maisons à pans de bois qui portent les anciens tracés des canaux de Wep et de la Monnaie. Aujourd'hui comblés, ces canaux ainsi que les appontements qui les enjambaient furent longtemps source de polémiques entre les habitants et l'autorité municipale. Souvent, les ponts de ces maisons s'accompagnaient d'installations illégales. Le canal du Cirque, par exemple, était essentiellement bordé de latrines. Le maire de Lille, le comte de Brigode, signa en décembre 1812 un ambitieux projet de redressement et de réalisation des canaux. Il déplorait notamment que les bâtiments qui bordent les canaux intérieurs n'eussent aucun alignement. Outre les cabinets d'aisance qui donnent sur les canaux, écrivait l'élu. Les canaux sont obstrués par de nombreux de puisards, par des quais, des trous à fumier qui forment une multitude de recoins où séjournaient des animaux morts et autres objets nuisibles, par la mauvaise odeur qu'ils répandent. Devant le peu de réaction des riverains, le comte de Mussard, nouveau maire de Lille, organisa en mars 1819 la mise sous surveillance des lieux par un garde du canal, en uniforme habillé, a dressé procès-verbal. Il fallut attendre une décision du conseil municipal d'avril 1933 pour que les canaux de la Monnaie, de la Wep et du Cirque soient comblés et remplacés par des égouts enterrés. Depuis, des projets de remise en eau de certains canaux susceptibles de redonner au Vieux-Lille son visage de petite Venise du Nord sont régulièrement proposés, sans pour autant être retenus. L'avenir peu belge va être remettre en eau, ça c'est sûr. Pour terminer, voici quelques photos qui datent du début du XXe siècle, entre autres l'avenue du peuple belge, la rue Royale, la rue de Gand, la rue Esquermoise et la rue de la Barre. La prochaine vidéo sera consacrée au quartier de Lille Centre. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne et mettre un pouce bleu si vous avez aimé. À bientôt pour de nouvelles découvertes.